Hello, moi c'est Cécile. En bonne enfant des années 90, je suis en pleine crise existentielle pré-trentaine. Du genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Et surtout, c'est quoi le sens de tout ça en fait? Ni vraiment Gen Z, ni complètement millennials. Je fais partie de cette génération un peu paumée, il faut le dire, au futur incertain et aux pensées comparables à un tas de gribouillis. Comme vous, j'ai plein de questions. Et je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Rien, niet, nada. Mais en parler pour se sentir moins seul, ça réchauffe toujours un peu le cœur. Ici, pas de coach de vie, pas de recette miracle. Juste des réflexions en vrac, des interrogations et une porte ouverte pour tenter d'y répondre. Bienvenue dans Flou, un podcast aussi flou que nos avenirs pour les cerveaux un peu embrouillés. Hello et bienvenue dans ce 5e épisode de Flou qui sera un épisode contestataire parce que oui, je ne suis pas contente. On m'avait promis de grandes études, l'argent, la gloire, une belle carrière, l'épanouissement personnel et qu'est-ce qui s'est passé, bon sang de bonsoir? Notre génération est tombée dans une faille spatio-temporelle de la loose professionnelle ou quoi? À même pas 30 ans, j'ai déjà des potes en burn-out, d'autres qui se réorientent parce qu'ils trouvent aucun plaisir ou sens dans leur job, sans parler de ceux qui se rongent les ongles tous les soirs à cause de leur manager toxique. Honnêtement, je connais que très peu de gens qui m'ont déjà dit « j'aime mon job » et qui se sentent bien dans leur basket. Vous, par exemple, là, maintenant, tout de suite, vous noteriez à combien votre job sur 10, honnêtement? Attention, ne vous méprenez pas, je n'ai absolument rien contre le fait de travailler, je ne suis pas une flemmarde, mais on y est minimum 35 heures par semaine, c'est plus que le temps passé avec nos proches. Normal d'avoir un minimum d'attente, non? Qu'est-ce passo, en fait? On nous avait promis la panacée et on est tous en train de errer professionnellement. D'où ma question, peut-on vraiment travailler et être heureux? Ou est-ce que c'est juste une légende répandue par les coachs LinkedIn? Faut-il aimer ce qu'on fait pour être heureux? Peut-on aimer son boulot sans s'y perdre? On va prendre le temps de répondre à tout ça, mais on va surtout commencer par le commencement avec un grand retour en arrière pour la petite histoire. Nous sommes en 500 avant Jésus-Christ. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité avaient deux manières de s'occuper. D'un côté, ce qu'on appelle l'otium, qui représente le temps libre, les loisirs, la contemplation, le plaisir d'apprendre, de philosopher et de créer. Et de l'autre côté, on retrouve le négocium, qui comprend les contraintes du quotidien, la gestion des affaires courantes et compagnie. En bref, le non-loisir. À cette époque, le non-travail avait plus de valeur que le travail. L'idéal de vie, c'était d'avoir assez de moyens pour ne pas travailler afin de se consacrer à ses loisirs. C'était ça pour eux, le véritable luxe. Bienvenue en Europe au 19e siècle. James Watt vient de créer la machine à vapeur, le commerce s'internationalise et de nombreuses inventions voient le jour. C'est la révolution industrielle et le travail change complètement de statut. Jusque-là, il était souvent perçu comme une nécessité, presque une contrainte. Mais à partir du moment où les usines se développent et où l'économie bascule vers la production de masse, le travail devient une identité à part entière. C'est ton métier qui dit qui tu es et à quelle classe sociale tu appartiens. Bosser dur, c'est plus seulement vital pour survivre, mais c'est aussi ce qui va définir ta valeur dans la société. 20e siècle. Le sociologue Max Weber explique que le rapport moderne au travail vient en partie de la culture religieuse. Pour les protestants, travailler dur n'était pas seulement une nécessité économique, c'était une vocation morale. Le travail bien fait devenait un signe de discipline et de vertu. Les années 2000 et la passion économie fait son apparition. On pourrait traduire ce concept par le fameux « fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais ». Cette idée a vraiment pris sa place avec l'apparition des startups, du management cool et tout le tintouin. Le risque que ton travail devienne ton identité, au risque d'y laisser tes limites. Et c'est parfaitement illustré dans des classiques de la pop culture comme Mad Men ou Le diable s'habille en Prada. Bref, je ne vais pas vous refaire toute la frise chronologique, on n'est pas dans un épisode de Secret d'Histoire, même si j'adorerais papoter avec Stéphane Bern, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la vision du travail change en fonction de l'époque et que la vision actuelle n'est en aucun cas une vérité universelle. Pour illustrer tout ça, j'ai demandé à Pierre, le père d'amis à moi, de nous partager sa vision du travail et surtout de son évolution entre sa génération et la nôtre. Ce sujet de leur travail entre générations est vertigineux. Et plus j'essaie d'y réfléchir, et plus je m'enfonce dans un puits sans fond. Alors, je vais me contenter en quelques minutes d'y apporter mon humble perception. En fait, dans ma génération, il y avait une valeur travail. Alors, forte, je ne sais pas, mais c'est sûr que le travail était central et vécu comme vertueux. Ça veut dire que le fait même de travailler était porteur à lui seul de sens. Et on adaptait le temps consacré au reste, c'est-à-dire aux activités familiales, amicales, sportives. Alors, je ne te cache pas que en semaine, ces activités pouvaient prendre peu de place. Mais on prenait du plaisir.
plaisir dans la sociabilisation, plaisir d'apprendre, de faire, de transmettre. C'est pour ça que j'ai le sentiment que le plaisir et l'envie de s'accomplir professionnellement, eux, n'ont pas changé. Ce qui a changé peut-être, est que le simple fait de travailler ne suffit plus pour vous, à vous apporter du sens. Vous souhaitez un alignement de vos valeurs à votre travail et un rééquilibrage entre vie perso et vie pro, et c'est très bien. Alors, d'où vient ce changement de regard? C'est pas simple. Il est peut-être la résultante, d'évolutions extérieures qui sont lourdes, profondes et récentes dans le domaine, économique, dans le domaine climatique, dans le domaine sociétal. Je vois, en premier lieu notre génération et le divorce qui a explosé. Et ses conséquences que vous avez subies, vous, enfants, ces conséquences sur, évidemment, vos parents, sur leurs ressources, sur leur santé, sur leur bonheur. Cela peut être joué dans votre inconscient en vous disant: «Il bosse beaucoup pour accumuler, ça veut dire quoi? C'est quoi le sens de tout ça? Est-ce que ça en vaut la peine?» Cela a pu jouer sur l'envie de construire, un autre modèle qui consacre plus de temps, au couple et à la famille. Alors je pense aussi aux avancées de la recherche et au recul que nous avons désormais sur certains sujets, comme, l'impact fondamental de ce que l'on mange sur notre santé, sur, l'impact carbone de certaines activités économiques en lien évidemment avec le sujet, climatique. Tout ça fait que maintenant vous construisez vos valeurs en fonction de ces nouvelles données et vous souhaitez, évidemment en tenir compte dans vos choix professionnels, ce qui est tout à fait louable. Et puis, il y a quand même eu aussi la mise en place des RTT que nous on a connus, puis le travail suite au Covid. Ces possibilités données par la société, en général, ont légitimé ce besoin de rééquilibrage, vie perso, vie pro. C'est devenu une norme que de pouvoir en bénéficier, mais c'est beaucoup plus compliqué dans certains métiers. Donc vous n'êtes donc pas, à mon sens, plus flemmard que notre génération, c'est pas du tout le sujet, mais c'est l'évolution du monde, de la société, de la connaissance, de ce que vous avez vécu vous personnellement, qui vous pousse à être plus exigeant. Et vous avez le pouvoir de faire changer les entreprises et d'ailleurs, elles le font, en modifiant leurs offres de conditions de travail. C'est très, très bien comme cela. Notre vision du travail ne dépend pas uniquement de l'époque à laquelle nous vivons, mais également du milieu dans lequel on grandit. Je m'explique. J'ai grandi à Nantes. À la maison, on m'a pas forcément poussé à expérimenter, chercher ma voie et découvrir ce que j'aimais vraiment. À l'école, j'allais dans un collège privé, puis un lycée public de centre-ville. C'est des établissements qui se vantent de former l'élite, entre gros guillemets, et quand on nous parle d'orientation, le spectre est assez restreint, c'est médecine, droit, école d'ingé ou de commerce. Et jamais, au grand jamais, on ne m'a parlé des métiers de l'artisanat ou de formation professionnalisante. On t'oriente vers le prestigieux, mais pas forcément vers ce qui te convient. Pour réussir dans la vie, il fallait un bac+5, sinon rien. Résultat, la moitié d'entre nous se retrouvent consultants dans des boîtes bullshit à mettre à jour des PowerPoints que personne ne lira jamais. Ni passion, ni sens. Ce qui comptait, c'était simplement d'avoir un travail pour gagner sa vie et acheter tout ce qui fait bien sur le papier. Pas étonnant que de plus en plus de gens prennent du recul et se disent « Ah, mais en fait, charpentier, plombier ou pâtissier, c'est pas si mal » et se reconvertissent. Parce qu'aux dernières nouvelles, on aura toujours besoin de ces métiers-là. David Graeber est anthropologue américain et il a théorisé ce que j'appelle justement le bullshit job. Pour lui, il s'agit, ouvrez les guillemets, d'un emploi qui est ressenti par la personne qui l'occupe comme étant inutile voire néfaste, au point que même si ce travail disparaissait, personne n'en souffrirait. Et il le distingue en 5 catégories. Catégorie numéro 1, les larbins. Ils sont là pour faire paraître d'autres plus importants. Par exemple, les assistants inutiles, les portiers symboliques, ce genre de métier. Catégorie numéro 2, les rafistoleurs, ceux qui corrigent les failles évitables d'un système mal conçu. Catégorie numéro 3, les cocheurs de cases, qui produisent des rapports ou remplissent des formulaires sans réel impact. Catégorie numéro 4, les petits chefs, ces managers qui supervisent mais sans réelle nécessité. Et catégorie 5, les garde-fous, ces métiers agressifs créés par la concurrence comme les lobbyistes, les télémarketeurs, etc. Et ces bullshit jobs, ils prennent une place conséquente, puisque selon une étude YouGov de 2015, environ 37% des Britanniques interrogés estimaient que leur travail n'apportait aucune contribution significative au monde. Tandis que ce chiffre monte à 40% en Hollande. C'est énorme. Bref, le travail, c'est un sujet qui me met en colère. Non pas parce que je n'aime pas travailler, bien au contraire, et on y reviendra plus tard, mais parce que ça a été pour moi une véritable désillusion, dont je crois bien avoir toujours un peu de mal à me remettre. C'est comme si le travail était un coloc avec qui j'allais devoir partager ma vie, et qu'après avoir signé le bail, je me rendais compte de son hygiène pourrie et de ses défauts du quotidien.
Et pour autant, je sais que je vais pas pouvoir y échapper parce que, à moins d'épouser le futur roi du Danemark, les factures, elles vont pas se payer toutes seules. Sauf que je refuse de me plier à une vision archaïque du travail, qui fonctionnait très bien au siècle dernier, mais qui aujourd'hui va complètement à l'encontre des valeurs, des besoins et des aspirations de ma génération. Ou en tout cas, d'une frange de ma génération. Et il y a une amie avec qui je discute beaucoup de ce sujet. On partage une vision commune du travail et on s'interroge beaucoup sur comment trouver le job qui nous stimulera tout en nous laissant la liberté dont on a besoin. Et souvent, au cours de nos discussions, on se retrouve à envier ceux qui ont les fameux métiers passion. Pilotes, kinés, infirmières, pour eux la question ne s'est jamais vraiment posée. Ils ont eu l'appel de la vocation et tracent leur route. C'est le cas d'Adrien, qui était dans ma classe en master communication et marketing à Bordeaux et qui lui n'a jamais cessé de chasser son rêve de devenir pilote d'avion. Alors moi, c'est Adrien, j'ai 28 ans et dans quelques semaines, je réaliserai un rêve que je poursuis depuis longtemps, qui est d'intégrer une compagnie aérienne en tant que pilote de ligne. Mon histoire avec l'aviation a commencé quand j'étais enfant. Donc là, j'avais pas vraiment de proches dans ce milieu, mais étant originaire du Burkina Faso, j'ai eu la chance de souvent prendre l'avion pour m'y rendre et je pense que c'est de là que ma passion est née. Puis un jour, mes parents m'ont offert Flight Simulator, sans imaginer à quel point ce cadeau allait marquer ma vie, ni combien cette passion allait nous coûter par la suite. Voilà. Très vite, j'ai passé des heures à voler virtuellement, à manger, boire, dormir aviation. Voilà, je ne vivais que pour ça, même si malgré cette obsession, mon parcours scolaire et professionnel ne m'a pas tout de suite dirigé vers l'aviation. À vrai dire, j'étais pas un grand bosseur par nature et il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre les sacrifices nécessaires à ce métier. Donc après un bac professionnel, qui est malheureusement a souvent de mauvaise réputation, je peux dire qu'aujourd'hui, les professeurs que j'ai rencontrés ont joué un rôle déterminant dans mon parcours. Mais la peur de me lancer était toujours là. Alors j'ai poursuivi mes études, jusqu'à un bac+5 en école de commerce. Peut-être quelque part pour me donner une sorte de confort, ou aussi parce que voilà, j'avais encore un peu peur de prendre des risques, de me lancer tout simplement. Donc voilà, ces années m'ont laissé de très bons souvenirs, même si dans le fond, qu'est-ce que je m'ennuyais franchement. Donc voilà, donc à la fin de mes études, c'est le Covid. Voilà. Donc pour se lancer dans l'aviation, c'était pas forcément le meilleur moment. Les perspectives étaient catastrophiques, hein, comme pour la plupart un peu des milieux, quoi. Donc j'ai encore repoussé le projet jusqu'à ce que ma copine me pousse à franchir le pas. Donc en 2021, j'ai décidé de me remettre à niveau par moi-même en maths et en physique. Donc voilà, pour dans le but de passer les sélections des écoles de pilotes. Donc ça n'a pas été évident au début parce que j'étais clairement une tanche dans ces deux matières. Et donc voilà, non sans échec, j'ai fini par réussir à intégrer une école et c'est donc en 2023 que j'ai commencé ma formation de pilote. Donc la formation, ça commence par la théorie et ça a sans doute été une des années les plus difficiles de ma vie. Le rythme était très intense, il a fallu faire pas mal de sacrifices personnels, donc c'est des moments familiaux manqués, moins de temps avec ses proches. Voilà, donc c'était pas évident de se mettre dedans. Après on finit par prendre le rythme, mais voilà. Dans le fond, je savais pourquoi si je le faisais et pour moi il était hors de question d'être arrivé jusque-là et d'échouer. Donc voilà, et après ça, c'est la formation en vol donc que j'ai effectuée entre le sud de la France et l'Angleterre. Et là, c'est juste le meilleur moment, quoi. Enfin, c'est là que tout prend son sens quelque part. Voler, voir juste des paysages incroyables, surtout dans le sud de la France, que ce soit dans les Alpes, le long des Pyrénées, en Auvergne. Enfin, non, franchement, c'est un sentiment qui est assez indescriptible. C'est une sorte de mélange de joie, de liberté. Enfin, j'ai pas d'adjectif pour décrire à quel point c'est juste exceptionnel comme de voler, tout simplement. Et donc voilà, dans quelques semaines, je commencerai ma carrière de copilote sur Airbus A320. Honnêtement, j'ai encore du mal à réaliser que je parle de moi en disant ça. Enfin, c'est complètement fou. Voilà, même si être pilote, c'est effectivement pas uniquement mettre le pilote automatique et juste faire le décollage et l'atterrissage comme certaines personnes pourraient penser. C'est un métier qui est quand même très exigeant, qui nécessite donc beaucoup de sacrifices. Hein, comme j'en parlais un peu avant, voilà, j'aurais été prêt vraiment à quasiment tout sacrifier pour réussir cet objectif, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices financiers et aussi en termes de rythme de vie, quoi. Donc on rate énormément de moments importants, il faut gérer le stress, les horaires décalés. Voilà, donc c'est des choses qui sont pas évidentes, mais paradoxalement, c'est aussi un métier qui offre
pas mal de temps libre parce que quand on est off, on est vraiment off. Donc ce qui laisse du temps pour profiter pleinement de ses proches. Quand on a des enfants, de pouvoir les emmener à l'école. Voilà. Après tout, je pense pas qu'il y ait vraiment de métier parfait sans contrainte. Selon moi, l'important c'est quand même de trouver son équilibre entre vie pro et perso. Et bon, voilà, dans mon cas, grâce à la passion, ça permet de tenir dans les moments difficiles, si je peux dire ça. Mais voilà, l'avantage c'est qu'une fois dans l'avion, toutes les contraintes s'effacent très rapidement. Et à côté de ça, on a mon pote Lucas. Lucas a fait des études en communication et a toujours été passionné par le monde du football. Il a réussi à orienter sa carrière professionnelle dans ce secteur, toujours avec des jobs qui le mettaient au plus proche de sa passion et qui le stimulaient. Hello, hello. Moi, c'est Lucas, 31 ans, et mon job, c'est Head of Social Media à l'OGC Nice. J'ai jamais ressenti une pression quelconque de devoir faire un job prestige plutôt qu'un job utile ou par plaisir. Déjà parce qu'en fait, mon premier job au FC Nantes, c'était directement un job plaisir. Enfin, c'était une passion, en fait, c'était le job que je voulais faire depuis que j'avais 14 ans. Mon job de rêve. Du coup, j'ai directement commencé dans la vie active avec le job de mes rêves. Du coup, ça a conditionné complètement tout ce qui allait suivre et toute ma manière de voir le travail. Et je pense que j'aurais pas eu ce job-là dès le départ. Mon cheminement et ma pensée auraient été un peu différentes. J'aime énormément mon travail. Je me considère comme un réel passionné à la fois par mon métier et à la fois par le secteur parce que le foot c'est ce qui m'anime depuis que je suis tout petit et par mon métier aussi parce que j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, communauté, les nouvelles tendances, le digital, écrire, faire passer des messages impactants et un peu fédérer autour de moi, fédérer une communauté, etc. Donc les deux réunis font que je vois pas ce que je pourrais faire de plus kiffant comme métier et je me le dis très très régulièrement. Vous l'aurez compris, vivre de sa vocation n'est pas toujours un parcours sans embûches. Mais ça pose quand même un cadre, un chemin de vie, une direction vers laquelle tendre. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin et sont déjà convaincus que le résultat de tous ces efforts les rendra heureux. Ça a l'air trop super. Mais alors faut-il forcément aimer ce qu'on fait pour être heureux ? Moi, je crois qu'on passe tellement de temps de notre vie à travailler que pour faire avaler la pilule à 8 milliards d'humains, fallait bien corréler travail et bonheur à un moment donné. Sinon, qui aurait souscrit au projet du 35 heures semaine, 46 semaines par an et jusqu'à 64 ans ? D'ailleurs, fun fact, l'étymologie du mot travail vient du latin tripalium, qui à l'époque était un instrument de torture à 3 pieux. Au départ, tripaliare signifiait tourmenter avec le tripalium. Par extension, en ancien français, travailler voulait dire souffrir, peiner, puis plus tard, s'appliquer à une tâche. Donc, à l'origine, travail, ça porte quand même une connotation de souffrance et de contrainte. Tout l'inverse du bonheur. Pour Aristote, son idée de bonheur repose sur l'épanouissement à travers ses activités. Au contraire, Maslow, lui, rappelle que le travail répond d'abord à des besoins basiques de sécurité, un revenu, une stabilité, mais n'atteint pas toujours le sommet de la fameuse pyramide, celui de la réalisation de soi. Et c'est ok, c'est pas une fin en soi. Plus récemment, des travaux ont montré qu'effectivement, le travail pouvait devenir une source de bonheur si on entre dans une dynamique de flow avec des objectifs clairs, du feedback immédiat, de l'autonomie. Ça rejoint d'autres études encore qui expliquent que beaucoup d'emplois ne sont pas intrinsèquement inutiles, mais sont vécus comme tels à cause d'un excès de bureaucratie, de reporting et de hiérarchie. Et ça me parle, ça. En fait, je crois que je vous mens depuis le début. J'ai déjà aimé certains de mes jobs. Mais ce que j'aimais pas, et ce qui a précipité la fin de ces expériences, si je peux dire, c'est la lenteur des process, le manque de transparence et de reconnaissance, l'environnement toxique de l'entreprise avec des injustices flagrantes entre les employés ou un mauvais management. Et maintenant que j'y réfléchis, ce sont souvent ces à côté qui finissent par prendre trop de place et gâcher l'expérience globale, plutôt que la mission de travail pure et dure pour laquelle on a été embauché. Et c'est clairement la tendance qui se dégage. Parce que là, Gen Z, les millennials et compagnie, on attend de notre travail qu'il ne soit pas simplement une obligation ou un moyen, mais qu'il ait réellement du sens, que nos valeurs soient alignées à celles de l'entreprise et que notre santé mentale soit prise en compte. Sauf qu'en parallèle, persiste la hustle culture. C'est genre, il faut toujours bosser, réussir à tout prix, faire de longues heures pour prouver ta valeur, bref. Cette culture portée par d'anciennes générations qui estiment que les plus jeunes sont des flemmards, trop sensibles ou peu impliqués. Lucas a tout de même fini par quitter son job de rêve et a fait un crochet par le monde de l'entrepreneuriat avant de rejoindre le club de foot de Nice. Mais pourquoi alors ? Ouais, en fait, j'étais parti initialement pour plusieurs raisons. La première, c'est que le secteur du foot, c'est un secteur qui est hyper énergivore
parce qu'il est très médiatisé, donc ce que tu vas faire va être jugé, va être commenté, va être vu par beaucoup de personnes, et aussi parce que le rythme que ça implique est quand même assez dense. J'avais rarement droit aussi par mon métier, mais à la déconnexion. Du coup, ça fait sens avec ce que je veux dire derrière, c'est que le métier en tant que tel de community manager demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication. J'avais un peu fait le tour dans ce métier-là. Ça faisait 5 ans que je faisais ça. J'avais envie de toucher à autre chose. Et du coup, partir d'un métier et d'un secteur passion, pour moi, ça voulait absolument dire retrouver un métier et un secteur, même si différent, passion. Avec mon meilleur pote Joe, je sentais qu'il y avait un filon à prendre dans l'événementiel à Nantes, notamment sur des croisières festives et apéros sur l'Erdre. Et du coup, on a voulu creuser ce truc-là. Et je regrette tellement pas de l'avoir fait parce que ça a contribué au fait de continuer dans cette même lignée, à savoir bosser pour le kiff, comme j'avais fait à Nantes. J'avais pas l'impression réellement de bosser pour un projet qu'on a construit soi-même. Il y a rien de plus intellectuellement satisfaisant et passionnant que ça, je trouve. Parce que c'est ton petit bébé, parce que tu as envie de construire le truc comme tu l'as envie, parce que t'as pas de bâton dans les roues, t'as pas des contraintes, et ce que tu veux développer, tu le développes en fait, pour peu que, et c'était le cas, pour peu que tu sois aligné avec la personne avec qui tu travailles et que tu as monté le projet. Je suis revenu dans le foot et dans le digital après 3 ans, un peu plus de 3 ans, je crois, pour plusieurs raisons, notamment parce que ça me manquait trop, même si j'ai adoré le monde de l'événementiel, mais voilà, le foot, c'est ma passion numéro 1, et que j'ai une opportunité dans un club, Nice, qui vit au soleil à la mer, qui avait un beau projet sportif aussi, bah, fait que je pouvais pas rater spécialement cette opportunité-là. Le témoignage de Lucas illustre bien les propos ci-dessus. Aimer son job ne suffit pas pour être heureux professionnellement, les conditions et l'environnement de travail y jouent pour beaucoup. Mais est-ce que ces facteurs peuvent prendre suffisamment de place pour venir te dégoûter de ta passion ? Je sais pas si passion, même si tu bosses dedans, peut arriver jusqu'à t'en dégoûter. Je pense que ça peut perdre de son charme, et le fait que ce soit une passion et que au final ça devienne un peu ton quotidien, ça alimente tes journées, etc. Je pense qu'effectivement ça peut ne plus devenir ta passion numéro 1, ça c'est clair. Et d'ailleurs je l'avais un peu vécu au FC Nantes. Je regardais quasiment plus de foot du tout à la télé. Alors j'en avais même marre qu'on me parle du FC Nantes, parce que mine de rien, on m'en parlait régulièrement, et à la fin vraiment j'essayais d'éviter ce genre de conversation. Donc ça montrait vraiment que que c'était plus devenu ma passion. De là à dire dégoûté, je sais pas. Mais en tout cas là, ça fait 1 an que je suis retourné dans ce milieu-là. Ça me dégoûte pas. J'en suis toujours aussi passionné. Je regarde toujours autant de foot à la télé. Je suis pas sûr qu'au fond, ce soit si bien que ça que ta passion devienne un travail. Pour moi, ça l'est, parce que j'envisage pas autre chose que ça, dans la mesure où j'ai mon premier boulot a été mon rêve de travail. Je me pense jamais dit que j'étais en train de me perdre. Par contre, je me suis parfois dit que je faisais passer mon job avant ma vie perso, notamment quand j'étais au FC Nantes, où vraiment, vu que c'était mon rêve ultime, j'avais aucun scrupule à bosser 7 jours sur 7, à finir à minuit des soirs, à pas avoir de récup, à ne pas partir en soirée le week-end parce que j'avais match et que j'avais envie de continuer de taffer en rentrant, etc. Là, je m'étais dit: «Non, mais là, c'est pas normal, en fait, ce que tu es en train de faire», parce que je ratais les soirées, je ratais mes potes, etc. Donc ça, je me le suis dit, que ça prenait le dessus sur ma vie perso, qui m'a permis aujourd'hui, même si j'ai toujours ce sentiment parfois que je déconnecte très rarement, mais du coup, ça m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais pas, quelles étaient mes limites, etc. Et j'essaie de me les fixer aujourd'hui depuis que je suis revenu dans ce secteur-là. Mais c'est pas simple, parce que encore une fois, quand tu bosses pour ta passion, t'as pas vraiment l'impression que c'est du travail, donc tu peux le faire pendant 2-3 heures le soir sans t'arrêter, et je dis pas que c'est forcément bon. Très vite, un job qui avait tout pour lui sur le papier peut devenir invivable. Et encore, je vous dis ça depuis mon point de vue de nana privilégiée qui n'a jamais travaillé 10 heures par jour à l'usine. Il y a des emplois qui laissent peu de chances d'accéder à ce fameux bonheur au travail et où toutes ces interrogations n'ont même pas leur place. Et trop souvent,
on invisibilise ces métiers pénibles alors qu'ils mériteraient plutôt un gros big up. Alors aimer son travail, oui, mais attention au mirage. Flou n'est pas un podcast de sensibilisation, mais si vous avez le sentiment d'être dans une relation professionnelle déséquilibrée, voici une petite piqûre de rappel qui pourra, je l'espère, vous aider. Piqûre numéro 1. L'employeur ne te rend aucune faveur en t'embauchant. En réalité, s'ils t'ont recruté, c'est parce qu'il y avait une fiche de poste, avec un besoin, et qu'ils estimaient que tu étais la meilleure personne sur le marché pour y répondre. Point barre. Tu ne leur es redevable de rien du tout, et en réalité, c'est uniquement une transaction comme une autre. Est-ce que tu te sens redevable de l'agent immobilier qui t'a loué ton appart ou du garage qui t'a vendu ta voiture? Non. Bah là, c'est pareil. Ton manager est un être humain avec ses propres aspirations et contraintes, qui doit être en mesure de reconnaître et d'accepter les tiennes. Piqûre numéro 2. Il y a aussi un vrai danger, c'est celui de l'over-identité. Quand ton travail devient toi, tu n'existes plus vraiment en dehors de lui. Et c'est souvent à ce moment-là que surgissent les 3 grands risques psy liés au boulot. Le burn-out, quand tu t'épuises, le bore-out, quand tu t'ennuies à mourir, et le brown-out. Alors celui-là, je le connaissais pas avant d'avoir fait des recherches pour cet épisode, mais c'est quand tu ne comprends plus le sens de ce que tu fais. C'est pas nouveau. Déjà chez Marx, on parlait d'aliénation quand le travail t'éloigne de toi-même. Si ces sujets en étaient déjà à l'époque, c'est qu'ils sont bien réels. Et si tu te trouves dans l'une de ces situations, parle-en à tes proches, à un médecin ou à un psychologue. Ces personnes sont là pour toi. Certains mettent en place des règles tacites avec eux-mêmes pour essayer d'équilibrer au max leur relation au travail, et Lucas en fait partie. Typiquement, quelque chose que tu as prévu de faire dans ta vie perso, que ce soit du sport, que ce soit une soirée, que ce soit voir tes potes, que ce soit sortir avec ta copine ou avec ta famille, etc. Je refuse maintenant, sauf urgence extrême côté boulot, mais je refuse que parce que il y a le boulot, ça me supprime cette activité-là. Chose que je faisais par le passé. Maintenant, je me refuse ça parce que en fait, ces moments-là de perso, ils sont trop précieux. On a vu que la vision du travail dépend de l'époque ou de l'éducation, mais elle change aussi énormément selon l'endroit où tu te trouves. Au Japon, la mort par surtravail, le karoshi, est bel et bien une réalité. À l'opposé, dans les pays nordiques, on valorise avant tout l'équilibre et le temps libre. Je me souviens, pendant mon stage en Australie, si t'étais pas déjà à la plage avec ta planche de surf à 18h, c'est que tu n'avais pas été assez efficace dans ta journée. Là-bas, pas de pause café interminable, on bosse concentré et on profite vraiment après. Et en France alors? On se situe où, nous? Sur le papier, on a la fameuse semaine des 35 heures, le droit à la déconnexion et une vraie culture de congés payés. 5 semaines par an, ce qui est déjà un luxe par rapport à beaucoup de pays. La pause déjeuner est sacrée, le café du matin aussi. Travailler, oui, mais pas sans ces rituels sociaux. Et en même temps, la réalité est un peu plus contrastée. Beaucoup de gens envoient encore des mails tard le soir, les cadres font régulièrement bien plus que 35 heures, et la frontière entre le pro et perso reste floue. On continue d'applaudir ceux qui partent en dernier de l'open space, comme si ne pas avoir de vie perso, c'était une réussite et un symbole d'engagement. Je me suis dit que ce serait intéressant de demander à Laurie, une copine québécoise, de nous raconter comment ça se passe chez elle et sa vision du travail à la française. Allô, mon nom c'est Laurie, j'ai 32 ans, je vis à Saint-Féréol-les-Neiges au Québec, au Canada. Je suis physiothérapeute depuis maintenant presque 10 ans, plus connue en tant que kiné en France en fait. J'ai encore pas beaucoup travaillé en France, mais j'ai quand même baigné un peu dans la culture, fait que je suis contente d'un peu de partager ma vision un peu du travail France comparé à Québec et même comparé au restant du Canada aussi. En premier, c'est sûr qu'au Québec, il y a beaucoup d'influence française. Tu sais, au sein d'une entreprise, je trouve que c'est une vision plus hiérarchique, disons, en France. Dans les statuts, tu sais, au niveau en dedans d'une entreprise, tu sais, qui est le patron, le directeur, employé, cadre, non-cadre et tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a plus de vouvoiement, tu sais, c'est très plus hiérarchique. Et au Québec, j'ai l'impression dans la dernière clinique privée que j'avais travaillé, qui essayait plutôt d'inclure tous les employés dans les décisions, donc de faire plus un espèce de management horizontal, d'essayer d'impliquer tout le monde pour que tout le monde fasse partie des décisions. Tu sais, avant, je voyais comme ma boss, ma patronne comme mon amie, puis ma collègue, plus que ma boss en tant que telle qui me disait quoi faire. Je pense qu'en France, en fait, vous avez plus de congés. Je pense que c'est 5 semaines. Comparativement au Québec, ça peut être même 2 semaines au début, là, quand on commence. Même si vous avez plus de vacances, j'ai l'impression aussi que vous faites plus d'heures dans une journée le restant de la semaine. Que nous, après, tu sais, à 3h, 4h, tout le monde est sorti, tout le monde va faire leur activité. Peut-être qu'il y a une espèce de plus d'équilibre
de vie dans la même journée que même il y a moins de vacances en général durant l'année. Mais je pense que vous, exemple, tout au mois d'août, souvent, c'est fermé. Je pense qu'il y a vraiment plus de semaines de vacances en France, qui est quand même très chouette aussi. Aussi, restant du Canada, je trouve que le travail est vraiment important. C'est plus américanisé, plus le côté anglo. Mais j'ai quand même travaillé dans l'Ouest canadien, en fait. Puis dans les villes, je trouve que c'est vraiment axé sur le travail, avec beaucoup d'heures. Tu sais, ta vie tourne vraiment autour du travail. Mais dans l'Ouest canadien, il y a beaucoup les villes, tu sais, de montagne. Puis j'ai l'impression que ils ont une vision, en fait, dans les villes où que c'est plus des stations de ski, tu sais, autour de la montagne. Je pense que les gens vivent vraiment plus au jour le jour. Il y a moins l'aspect, faut économiser de l'argent pour la retraite plus tard. Je pense vraiment que les Canadiens anglais qui vivent plus dans les montagnes, c'est ça, ils sont vraiment au jour le jour. Ils apprécient vraiment la vie. Des fois, si, exemple, il y a une tempête de neige, il y a des meilleures conditions de ski, ils iront pas travailler. Ils vont aller profiter de leur journée à place. Fait ils ont vraiment plus une vision. On priorise comme nos passe-temps, aller skier, aller dans la montagne. Et après, on va aller travailler, en fait. Une de mes amies aussi en ski dans l'Ouest, justement, elle avait parlé avec quelqu'un dans la même chaise dans le télésiège. Puis le monsieur avait dit: «Ah, tu viens du Québec? Ah, avec toi dans la vie, c'est study, 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 work, work, work and die.» Ça m'a vraiment choquée parce que je trouve, en fait, il y a beaucoup de Canadiens anglais qui vivent dans les montagnes qui ont trouvent que les Québécois pensent juste au travail, en fait. C'est pour ça qu'ils disaient study, 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 work, work, work and die, en voulant dire, vous faites que étudier, que travailler avant de mourir. Donc, j'avais quand même trouvé ça choquant. Je vous l'accorde, ce début de podcast plombe un peu l'ambiance, mais je trouvais ça important de poser le contexte et d'aborder les dérives de la vie professionnelle. Mais ne vous inquiétez pas, je reste une éternelle optimiste et je vous propose donc que l'on redresse la barre pour contempler ensemble l'autre versant de la montagne. Et je suis passée à côté d'un point basique. C'est quoi la définition du travail en fait ? Le Larousse définit le travail comme une activité humaine appliquée à la production, à la création, à l'entretien, etc., qui demande un effort physique ou intellectuel. Dans un sens plus large, toute tâche, activité et occupation, fermez les guillemets. Et là, une fois que tu as cette info, ça change toute la donne. Parce que la notion d'entreprise, de rémunération et compagnie, c'est nous qui l'avons intégrée au fil du temps. Mais le concept de travail est bien plus large que ça. Un parent qui reste à la maison pour s'occuper de son foyer, c'est du travail. Rénover entièrement un appartement, c'est du travail. Lancer un podcast, c'est du travail. Vous avez compris l'idée. Je vais vous partager une petite histoire pour que vous compreniez bien la réflexion qui m'a vraiment libérée d'un poids. Attention, story time. Je n'évoquerai pas les raisons ici, mais j'ai quitté mon ancien job il y a quelques mois. Je me retrouve donc au chômage et en parallèle de ma recherche d'emploi, j'ai monté une liste de choses que j'avais toujours voulu essayer mais que j'avais jamais vraiment trop pris le temps de faire. Apprendre le skate, le VTT, la couture, bref, dans cette liste se trouvait lancer un podcast. C'est ainsi que je me retrouve à crash tester Flou sur les plateformes et spoiler, j'adore. J'adore réfléchir aux thèmes, rédiger les épisodes, faire témoigner mes proches, faire le montage et compagnie. Bref, là où pendant des années, je ne me considérais pas spécialement comme quelqu'un de créatif, je me rends compte qu'en fait, c'est probablement une de mes plus grandes forces. Je savais déjà que j'aimais avoir les neurones en ébullition, et c'est pas le monde du travail qui m'a prouvé que j'en étais capable, mais bien un projet personnel. Peu importe que ce podcast prenne de l'ampleur ou non, le plaisir que j'y prends et les enseignements que j'en tire sont déjà énormes. Après, je suis pas non plus contre la Spotify Money, donc continuez d'écouter et de partager. Ce que je veux dire par là, c'est que cette période de transition m'a fait comprendre un truc essentiel. Ma valeur ne se résume pas dans ce que je produis au travail, ni à mon intitulé de poste. Et ce twist-là, il a été ultra libérateur. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tout était possible. Je pouvais travailler en freelance, faire une saison, prendre un job alimentaire pour développer un projet perso, ou même me lancer dans un métier qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Autant de pistes que je n'avais jamais envisagées parce que je pensais que mon boulot devait cocher toutes les cases à lui seul. Épanouissement intellectuel, stabilité financière, reconnaissance, cercle social. Mais au fond, c'est un peu comme vouloir mettre tous mes œufs dans le même panier et sans équilibre, ça peut pas marcher. Bon, pour contrebalancer ces témoignages de passionnés et me sentir un peu moins seule, je l'avoue, je suis partie en quête de quelqu'un avec la même vision que moi. Et miracle, Inès est apparue. Pour moi, le travail ne doit pas forcément nous rendre heureux. Je pense qu'il doit surtout nous permettre d'être heureux à côté.
Aujourd'hui, j'assume totalement de ne pas être passionnée par mon métier et ça ne m'empêche pas d'aimer ce que je fais, d'être contente d'aller au boulot, de m'investir et de bien m'entendre avec mes collègues. Mais je n'attends pas de mon job qu'il me rende heureuse. Ce qui va vraiment me rendre heureuse et là où je vais investir mon énergie, ce sont les heures passées à l'extérieur du bureau, passer du temps avec mes proches, m'épanouir dans des activités, profiter de l'extérieur, avoir du temps pour moi. Alors évidemment, je n'ai pas toujours eu cette vision-là. Mes parents ont toujours beaucoup travaillé et j'avais souvent l'impression qu'ils n'avaient pas assez de temps pour eux. Je pensais que c'était un peu la norme quand on commençait à travailler. En 2017, quand je suis rentrée dans la vie active, je me suis vite rendu compte que finir tard était souvent mieux vu que partir à 17 heures, que ce soit auprès des collègues, de ses supérieurs, mais même auprès de certains groupes d'amis. Et puis, pendant le confinement, j'ai eu pas mal de temps libre et j'ai eu un premier déclic. Je me suis demandé: «Mais pourquoi on passe autant de temps au bureau et pourquoi c'est mal vu de juste faire ces 35 ou 37 heures semaine?» Après le confinement, j'ai eu un nouveau manager qui incarnait un rapport différent entre le boulot et la vie perso de ce que j'avais connu avant. Il travaillait, très sérieusement, mais sa vie perso, passait avant. C'est-à-dire que s'il devait aller chercher sa fille à la crèche, c'était sa priorité. S'il avait escalade à 18 heures, c'était OK de refuser une réunion qui allait empiéter sur son activité et ça m'a un peu ouvert les yeux et je me suis dit qu'on pouvait être, investi au boulot sans sacrifier le reste et en plus, c'était vraiment un manager qui était, inspirant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment inspirée et puis, j'ai déménagé à Annecy et là, ça m'a semblé encore plus absurde de passer plus de 7 heures, ou 8 heures au boulot ou de devoir attendre le week-end pour profiter du cadre dans lequel je vivais. Au début, j'avoue, c'était surtout pour, le sport, les activités de plein air type, rando, trail, vélo et cetera. Mais très vite, j'ai compris que ce qui m'importait le plus, ce n'est pas seulement ces activités-là, mais c'était d'avoir du temps de qualité. Du temps où je n'étais pas épuisée, où j'avais de l'énergie pour mes proches, mes passions, mes activités et aussi juste du temps pour moi, en fait. Je pense que je pourrais même refuser une évolution professionnelle si je sens que ça impliquerait, indirectement des horaires, trop lourds ou trop de stress. Et plus récemment, avec tout ce que je lis ou tout ce que j'entends sur le sujet, ça me conforte dans mes choix. J'ai l'impression que de passer du temps avec les gens qu'on aime, de s'épanouir dans ses passions, ses projets, d'avoir du temps pour soi, bah, ça va vraiment contribuer au bonheur et aussi à une meilleure, santé mentale et morale. Après, évidemment, quand je rencontre des personnes, qui sont passionnées par leur boulot, qui ont fondé leur boîte ou qui travaillent pour une cause qui leur tient à cœur, que ce soit pour, la société ou la planète, par exemple, je trouve ça vraiment génial. Mais même dans ces cas-là, je continue de penser qu'on ne devrait jamais mettre sa vie de perso à côté ou passer plus de 7 heures à 8 heures au boulot. La vie à côté du travail, elle est tout aussi importante et je suis convaincue que ça contribue aussi au développement de compétences tout aussi utiles et surtout au bonheur. Une nouvelle réflexion pointe donc le bout de son nez. Est-ce que le travail doit nous rendre heureux ou juste permettre le bonheur? Parce que oui, j'adorerais trouver un job dans lequel je m'épanouis pleinement, que ce soit dans les missions, l'environnement, le management, le salaire. Mais dans l'absolu, le travail n'a pas besoin d'englober tout ça. Oui, comme Lucas, on peut être heureux dans ce qu'on fait, mais on peut aussi être heureux grâce à ce que ça permet. L'argent, la sécurité, le temps libre, la liberté, les projets perso qu'on finance à côté. Comme le résume bien Amartya Sen dans son livre Development as Freedom, le bien-être dépend moins de la quantité de travail fourni que de la liberté réelle dont disposent les individus pour choisir la vie qu'ils ont raison de valoriser. J'ai voulu demander à Pierre si, avec du recul, il estimait avoir accordé la bonne place au travail dans sa vie. Ces préoccupations n'existaient pas ou très peu à mon époque. Dans les recrutements, on échangeait sur les conditions salariales, mais pas sur les conditions de travail. Nous avions 5 semaines de congés payés, plus les conditions inhérentes au poste, et puis pas question de les remettre en cause. Mais nous étions simplement satisfaits d'avoir un travail, de pouvoir entrer dans la vie active. En fait, nous considérions que ce travail allait nous développer, nous faire grandir, nous rendre meilleurs, en plus de nous donner des moyens financiers pour faire vivre notre famille. Le salaire n'était pas un dû, mais une récompense donnée par l'entreprise en contrepartie d'un travail et de résultats obtenus. Je peux dire que le travail, outre les connaissances acquises, m'a permis de développer ma personnalité, mon intelligence situationnelle, émotionnelle, ma capacité de remise en cause, ma confiance en moi. C'est peut-être un peu pompeux, mais je considère qu'il a participé à ce que je devienne un homme meilleur. Je peux dire également que le travail m'a rendu heureux.
heureux parce que vivant. Tu sais, quand le travail te met en permanence en mouvement et que le mouvement, tu considères que c'est la vie, quand tu as le sentiment que tu deviens chaque jour un homme meilleur, tu peux alors en conclure que tu as été, heureux de travailler. Maintenant, est-ce que j'ai accordé trop de place au travail ou plutôt est-ce que si j'avais moins travaillé, aurais-je été plus heureux? Vaste, question. J'ai en tout cas eu le sentiment d'avoir fait en sorte de concilier vie pro et vie perso, avec une vie de famille, une vie amicale, une vie sportive, remplie. Mais il est certain que, j'aurais pu encore mieux faire en consacrant plus de temps qualitatif au quotidien à ma famille. Mais, en y pensant, cela aurait été aussi, possible avec d'autres fonctions qui, elles, ne m'auraient peut-être pas autant, épanoui. Donc l'équilibre est vraiment complexe et l'idéal, difficile à atteindre. Alors, ton objectif est justement de trouver, ce fameux équilibre qui te convient et qui est viable pour ne jamais avoir à regretter. Vous l'aurez compris, mon cœur balance clairement vers l'idée que le travail est là pour permettre le bonheur plutôt que de le procurer. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'inverse n'existe pas. Au contraire, c'est sûrement le cas pour beaucoup de gens. La preuve en est avec Lucas. Mais c'est tout simplement pas mon cas. Et au vu de toutes les alternatives et tendances qui émergent, je pense pas être la seule concernée. La semaine de 4 jours, le quiet quitting, les freelances, les slashers qui cumulent plusieurs activités ou encore les digital nomades qui trimballent leur bureau aux quatre coins du monde, des modèles qui séduisent parce qu'ils offrent plus d'autonomie, de liberté dans le rythme ou une variabilité qui casse la routine. Mais ce qui est une chance pour certains peut devenir une galère pour d'autres, car derrière la flexibilité, il y a parfois de la précarité, de l'isolement et une grande instabilité. Ce qui m'a séduit dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté de fou parce que tu construis ton travail comme tu le veux, ce qui est pas du tout le cas, mine de rien, dans une entreprise. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est toi qui construis, entre guillemets, «tes propres limites» et si tu veux ne pas en avoir, bah, tu en as pas, en fait. Du coup, cette liberté, j'ai jamais ressenti autant que dans l'entrepreneuriat parce qu'on a pu, faire, à peu près tout ce qu'on voulait faire. Quand on avait une idée en tête, on la développait en fait, on se limitait pas spécialement. On avait très peu de barrières et ça, c'est quelque chose vraiment qui est hyper agréable, intellectuellement et même professionnellement. Et après l'aspect, un peu négatif, je dirais, de l'entrepreneuriat, c'est que, forcément, ton mode de vie, ton niveau de vie, l'aspect financier, il va être forcément régulé par rapport à ce que tu vas faire et c'est pas simple de se dire que là, si tu bosses pas à fond, si tu réussis pas, à la fin du mois, tu auras peut-être pas, un salaire fixe, contrairement à justement un travail de salarié, dit classique. Et du coup, mentalement, c'est un peu plus pressurisant de se dire que, enfin, ton salaire va dépendre de toute cette énergie que tu vas mettre au quotidien là. À l'inverse du salariat où tu as un salaire, tu as quelque chose qui tombe à la fin de chaque mois. C'est marrant, mais il est inconcevable. Enfin, j'ai du mal à imaginer comment tu peux être heureux sans être, épanoui au travail. Parce que ton travail, c'est la moitié de tes journées, en fait. Tu vas travailler 7-8 heures par jour. Ta journée, sans en comptant les horaires où tu dors, elle dure 14-15 heures. Donc c'est la moitié, c'est énorme. Et du coup, si t'es pas heureux, épanoui au travail, si t'es pas heureux 7 heures sur 14, mais c'est horrible en fait, comme sentiment donc et je sais que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux au travail et je trouve ça super dur parce que c'est quelque chose qui conditionne tes journées et c'est pour ça que j'estime avoir eu énormément de chance, mais vraiment de commencer par un travail passion dès 21 ans et aujourd'hui, c'est inconcevable pour moi de travailler dans un truc où je suis pas épanoui, parce que je me rends compte le bien mental que ça fait de bosser dans un truc, hem, qui t'anime au quotidien. Après il y a différents, degrés, d'animé. Mais, mais tu peux être heureux au travail sans que ce soit, voilà, ta passion ultime et cetera. Pour moi, c'est vital, en fait, pour ton bien-être. J'ai posé une petite question à Lucas. Si tu pouvais écrire, modifier ou supprimer une règle du travail, qu'est-ce que tu choisirais? Demain, je pouvais réécrire une norme du travail. Je pense que ce serait le droit à la déconnexion. Parce que je l'ai vécu, je le vis parfois encore aujourd'hui et je sais que
que beaucoup de personnes le vivent, bah forcément mentalement ça joue sur toi, ça joue sur ton perso, ça joue sur ton mood, même quand tu sors du travail, etc. Tu vas y penser, ou tu vas recevoir un message, ou tu vas te dire: «Ah putain, j'ai pas fait ça, il faudrait que je le fasse». Mettre en place un système qui te permette de vraiment full déconnecter, pour la santé, je pense que ce serait hyper, bénéfique. Alors, c'est hyper compliqué aujourd'hui avec la facilité de pouvoir travailler via tu ouvres ton ordi, tu sors ton portable et cetera. Moi, en plus, dans mon métier, il y a beaucoup d'échanges via WhatsApp, via, bah, forcément les réseaux sociaux. Donc, bah, quand je suis sur les réseaux sociaux en perso, je vois du pro, donc forcément je pense à ça, et cetera. Et je sais ô combien c'est important de déconnecter pour sa vie perso et au-delà aussi pour son bien-être. Donc je pense que voilà, je réécrirais une norme de travail, ce serait sur la déconnexion. Et si Emmanuel Macron, tu entends flou, parce que oui, un jour tu entendras flou, tu me travailles ça, s'il te plaît. Et puis, il y a une autre question que je me pose, c'est est-ce que le bonheur au travail dure ou est-ce qu'il a une date de péremption? On connaît bien l'effet lune de miel. Les 6 premiers mois après une prise de poste, tout est nouveau, excitant, stimulant. Puis vient la descente. En général, il faut environ 1 an pour bien comprendre son job, ses codes, ses missions. Et là, on se rend vite compte que tout repose souvent sur 3 conditions principales. La mission elle-même, les gens avec qui on bosse et l'argent. J'ai une ancienne maître de stage qui m'avait d'ailleurs dit que pour être heureux dans son job, il fallait cocher 2 de ces 3 critères. Sauf que même avec ces 3 cases cochées, la réalité nous rattrape. On s'habitue même au job de rêve. Et les études de Gallup montrent d'ailleurs que l'engagement des salariés a tendance à baisser après 2 ou 3 ans s'il n'y a pas de nouveauté ou d'évolution. Et selon les âges, nos priorités changent. Quand on est jeune, on cherche du fun, de l'apprentissage. À la trentaine ou à la quarantaine, on veut de la stabilité, de l'équilibre. On dit que l'amour dure 3 ans. Et le job de rêve, il dure combien alors? D'ailleurs, vous, est-ce que vous êtes toujours aussi heureux qu'au premier jour de votre job actuel? Qu'est-ce qui a changé? Je serais curieuse de le savoir, tiens. Ouais, j'aime autant mon travail qu'au premier jour. Après, ça fait 1 an que je fais ça, donc et je suis complètement heureux au travail et je suis plus heureux quand je m'entends dire à ma copine, j'aime trop ce que je fais quand je rentre du travail. Très régulièrement d'ailleurs, c'est marrant, mais je me dis, mais là en fait t'as pas vu ta journée passer, il est 18h, 19h, t'as pas vu ta journée, mais c'est une chance quoi. La clé serait donc d'entretenir la flamme, se lancer de nouveaux défis, obtenir de la reconnaissance, garder un rythme soutenable et surtout rester aligné avec ses valeurs. Et ça, certaines entreprises l'ont bien compris. On voit de plus en plus de boîtes proposer des parcours de mobilité interne pour éviter la routine, ou miser sur la reconnaissance des salariés avec la célébration des réussites et des programmes de formation. Et puis, il y a celles qui vont encore plus loin en s'attaquant directement à l'équilibre de vie, avec des politiques de droit à la déconnexion ou des congés sabbatiques pour les projets personnels. Bref, entretenir la flamme, ce n'est pas seulement à l'employé de s'en charger, c'est aussi à l'entreprise de créer les conditions pour que la motivation persiste. Alors oui, aimer son job, c'est cool. Mais si c'est pas votre cas, pas de pression, ce n'est ni obligatoire ni garanti. L'essentiel, c'est l'alignement, que ton job ne contredise pas tes valeurs, même s'il ne les incarne pas toutes. Et puis la vraie question, c'est pas pour ou contre tel ou tel modèle. D'ailleurs, il paraît que cette technique ne marche pas très bien. Notre cerveau se focalise davantage sur les contre que sur les pour. Il vaudrait mieux se demander quelle situation est-ce que je tolère le mieux? Quelles sont pour moi les contraintes les moins pires? Tout dépend des attentes que tu places dans ton boulot. Et ça, seul toi peux les définir. Et c'est ok de pas être ambitieux professionnellement. Tu peux très bien mettre cette ambition ailleurs, dans tes passions, tes relations, tes projets perso, et vivre une vie tout aussi riche. Être heureux grâce à son travail, c'est un bonus. Mais le vrai luxe, c'est peut-être simplement d'avoir un job qui ne t'empêche pas de l'être. C'était Cécile pour un nouvel épisode de Flou. N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé depuis le compte Instagram flou-podcast. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour une nouvelle discussion.